Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'entretien du dimanche reçoit ce soir M. Ibro Zabaï, directeur du contentieux de l'État, une structure rattachée au cabinet du Premier ministre. Monsieur Zabaï, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour commencer, que faut-il entendre par contentieux de l'État? Merci, Monsieur Faudier. Tout d'abord, nous remercions Télé Sahel pour cette opportunité qu'elle nous donne d'échanger avec vous et les téléspectateurs sur les questions du contentieux de l'État, une institution qui n'est pas très bien connue du public. Donc, il faut entendre par contentieux de l'État, étymologiquement, ces mots renvoient à la notion de différend. Donc, dans ce sens-là, le contentieux de l'État désigne l'ensemble des procès se rapportant à l'État, c'est-à-dire l'ensemble des procès impliquant l'État. Pris sous l'angle institutionnel, le contentieux de l'État désigne l'administration ou les services en charge donc, de l'ensemble des procès se rapportant à l'État. De façon un peu résumée, c'est comme ça qu'on peut définir le contentieux de l'État. Oui, M. Zabaï, le grand public n'est pas très au fait des résultats de vos activités. Alors, est-ce que, par exemple, depuis 5 ans, quels résultats peuvent être inscrits à votre actif? Bon, avant de répondre à cette question, j'avoue qu'il n'est pas impossible, mais il est difficile de faire le bilan de 5 ans d'une administration comme la nôtre. J'aimerais d'abord, pour revenir un peu à la première question, parler un peu sur les attributions même du contentieux de l'État. Le contentieux de l'État est à l'image du secrétariat général du gouvernement, une institution, un service qui a des attributions transversales qui font que nous nous retrouvons presque dans tout. Mais on peut résumer les attributions du contentieux de l'État en 3 ordres. Le premier, c'est la représentation de l'État devant toutes les juridictions nationales, internationales, qu'elles soient de l'ordre judiciaire, administratif ou même des juridictions arbitrales. Donc, par rapport à ce premier ordre d'attribution, il y a 2 points particulièrement sur lesquels je vais mettre l'accent. Cette représentation de l'État sous-entend, par exemple, l'opportunité donnée au contentieux de l'État de transiger chaque fois que les intérêts de l'État le commandent, pour soit éviter une surcharge de procédures ou bien dans des procès où l'État n'a pas beaucoup de chances de gagner, ou même pour accélérer, par exemple, l'indemnisation des citoyens, parce qu'en grande partie, notre mission, c'est l'indemnisation des citoyens. L'autre aspect, c'est l'opportunité. Le contentieux de l'État est juge de l'opportunité de l'exercice des voies de recours en matière contentieuse, c'est-à-dire devant toute juridiction. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième ordre des attributions du contentieux de l'État est relatif à la gestion du contentieux né des accidents de la circulation impliquant les véhicules de l'État. Comme vous le savez, dans nos États, il y a ce qu'on appelle le principe de l'assurance obligatoire. Ce principe, sa philosophie, son esprit, c'est de protéger les citoyens d'une éventuelle insolvabilité des propriétaires de véhicules ou de motos. Et vous savez qu'il y a une présomption de solvabilité de l'État. Donc, ce principe de l'assurance obligatoire ne s'applique pas à l'État. L'État est son propre assureur. Cette mission est assurée par le contentieux de l'État. Et à ce titre, il y a aussi 2 sous-points que sur lesquels j'aimerais mettre l'accent. Au titre de ces attributions, de ce deuxième ordre d'attribution, le rôle du contentieux de l'État, par exemple, c'est de recevoir les demandes d'indemnisation des citoyens victimes d'accidents de la circulation impliquant l'État, bien entendu, lorsque les procès-verbaux de police ou de gendarmerie aura établi la responsabilité du véhicule administratif. De l'autre côté, le pendant de cette responsabilité, c'est que nous avons aussi la charge de demander réparation à tous les assureurs adverses lorsqu'un dommage a été causé à un véhicule de l'État. Ça, c'est le deuxième ordre. Le troisième ordre
des attributions du contentieux de l'État, c'est le traitement des rapports d'inspection, d'audit et de contrôle. Par rapport à ce troisième ordre d'attribution, il faut souligner un certain nombre de points. Le traitement des rapports d'inspection, en un mot, de tous les rapports qui sont faits par les institutions de contrôle. Les institutions de contrôle, par exemple, c'est l'inspection générale d'État, c'est aussi les différentes inspections générales des services et dans tous les cas, les services ou l'institution qui a conduit une mission de contrôle, même si par exemple c'est un cabinet d'audit privé, lorsque c'est l'État ou un de ses démembrements qui est concerné, le rôle du traitement de ces rapports incombe à la direction du contentieux de l'État. Et à ce titre, vous avez donc des missions comme la formulation des plaintes, la saisine donc des différents parquets, chaque fois que les intérêts de l'État ont été compromis à travers des infractions comme le détournement des deniers publics, comme par exemple l'abus des biens sociaux, comme la concussion, pour ne citer que cela. Deuxièmement, en plus de cette saisine des différents parquets, au titre du traitement des rapports d'inspection, il appartient à la direction du contentieux de l'État, par exemple, de recouvrer les sommes compromises. C'est une attribution que nous avons exercée à un moment, mais qui depuis 2015 est un peu en vieillesse pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. La troisième mission relativement au traitement des rapports d'inspection, c'est la formulation de propositions de recommandations faites au chef du gouvernement, lesquelles propositions de recommandations, lorsqu'elles sont adoptées, sont transformées en circulaires et adressées aux institutions qui sont contrôlées. Ça, c'est par rapport à l'aspect mission et c'est vraiment de façon résumée. Je vous l'ai dit, à l'image du secrétariat général du gouvernement auquel nous sommes rattachés, nous avons des attributions transversales dont d'autres transparaissent, d'autres ne transparaissent pas. En somme, vous êtes à la fois procureur et avocat de l'État? Pas procureur, nous sommes avocats de l'État. Le directeur du contentieux de l'État est le premier avocat de l'État. Il a sous sa coupe des agents et il a des cabinets d'avocats qu'on appelle avocats de l'État qui sont des privés mais qui sont conventionnés par l'État pour la défense de ses intérêts chaque fois qu'il y a des besoins. Voilà. Monsieur le directeur, certaines informations ont fait état ces derniers temps d'une condamnation du Niger à tout le monde de la saisie de biens immobiliers ou leur mise sous séquestre. Qu'en est-il exactement? Oui, c'est vrai, c'est une question d'actualité. Mais avant, je me rappelle d'une question que vous avez posée avant d'arriver à celle-là, c'est la question des résultats d'abord. J'avoue, M. Fodé, cette question mérite d'être posée parce que l'impression générale qu'on a et les quelques commentaires qu'on entend font état d'une situation où les citoyens ou les grands nombres ont comme l'impression que l'État perd toujours ses procès devant les juridictions. Par rapport à cet aspect, j'aimerais préciser un certain nombre de choses. Pour apprécier les résultats d'une administration, d'une entité quelconque, il faut s'y connaître. Les matières traitées par le contentieux de l'État sont des matières purement techniques. Ce sont des matières où il faut avoir au moins le béaba de la procédure judiciaire pour pouvoir se prononcer sur ces questions. Ensuite, il y a une réalité que beaucoup ignorent et c'est pourquoi ils ont l'impression que l'État perd ses procès. Monsieur Fodé, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels la mission du contentieux de l'État n'est pas de soustraire l'État à ses responsabilités. Et par conséquent, vous avez des procès où, a priori j'ai dit, l'État a peu de chances de les gagner parce que c'est même contraire à sa mission. Je vais vous citer au moins 3 ordres. Lorsque vous prenez ce que je viens de dire, c'est-à-dire le cas des accidents de la circulation, l'État étant son propre assureur, chaque fois qu'un citoyen est victime d'un accident de la circulation, que cet accident est causé de dégâts matériels ou de dégâts corporels, il incombe à l'État, en tant que protecteur de ses citoyens, de les indemniser. Donc, par rapport à cette situation, l'indemnisation s'est faite en application du code ciment, un code que le Niger a adopté il y a plus d'une décennie de cela. Les règles sont claires, les calculs est facile, le contentieux de l'État a des assureurs qui le font, qui s'y connaissent très bien.
Moi-même, en tant que magistrat, j'ai eu à l'appliquer d'abord en juridiction et j'ai pu valablement l'appliquer. Ce qui fait que, des fois, sans procès, on indemnise les citoyens parce que c'est des règles claires, c'est des calculs, c'est vraiment des sommes arithmétiques. Mais il arrive que les citoyens, au lieu de saisir le contentieux de l'État, partent en justice. Notre rôle, lorsqu'il y a un dossier d'accident de la circulation en justice, il se peut que c'est le citoyen qui a saisi la justice au civil pour se faire indemniser. Il se peut aussi que quand il y a des dégâts corporels, c'est le procureur qui s'en saisit et qui ouvre un dossier pour coup et blessure involontaire, pour blessure involontaire, excusez-moi. Et là, l'État est ce qu'on appelle civilement responsable. C'est-à-dire, lorsqu'on va condamner un chauffeur de l'administration pour blessure involontaire, on va allouer des dommages et intérêts, des indemnisations à la victime. Et on va demander à l'État de relever l'auteur de ces condamnations au civil. Vous conviendrez avec moi que lorsque nous portons en justice dans ce genre de dossiers, on ne part pas pour gagner ces dossiers. Parce qu'on ne part pas pour demander au juge de ne pas condamner l'État à indemniser son propre citoyen pour des faits établis dans des procès-verbaux dressés par des administrations de l'État et par des citoyens. D'office, vous allez voir des condamnations conformément au Code civil. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet des procès ou des dossiers dans lesquels l'État a peu de chances de gagner, je prends un exemple au hasard, c'est l'exemple des affaires sociales. Quand on parle d'affaires sociales, selon le jargon de la justice, il s'agit des affaires qui sont relatives au droit du travail. Le Code du travail de la République du Niger dit par exemple que quand un citoyen, un agent de l'État est révoqué suite à une faute, il a commis une faute, il peut être licencié, mais il y a des indemnités qu'on lui donne pour l'accompagner. Lorsque généralement un citoyen est révoqué de ses fonctions ou il est licencié, son premier réflexe, ce n'est pas de demander l'indemnisation, c'est de saisir la justice pour demander à ce que la justice déclare, par exemple, son licenciement abusif et qu'elle ordonne à l'État sa réintégration. Merci. Nous, en tant qu'État, nous sommes tenus d'aller répondre au nom de l'État. Et dans ce genre de procédure, M. Foguier, il y a des fois où l'État gagne le procès, généralement c'est le cas, mais puisque les gens accordent seulement de l'importance au volet financier, quand vous allez voir cette décision, quand vous n'êtes pas du domaine, vous avez l'impression que l'État a perdu. Dans le cas que je viens de vous évoquer, nous pouvons plaider pour que le tribunal, par exemple, ne déclare pas les licenciements abusifs. Le tribunal nous suit, il déboute par l'administration, il déboute celui qui l'a saisi, l'employé, et par exemple, pour dire que le licenciement n'est pas abusif, l'État est dans ses droits. Mais tout de même, il va condamner l'État à payer des indemnités. Et lorsque quelqu'un de loin voit une condamnation, quel que soit le montant, il se dit que bon, encore l'État a été condamné. Or, dans les cas d'espèce, l'État a gagné. Le deuxième ou la troisième catégorie de dossiers dans lesquels l'État a très peu de chances de gagner, c'est le dossier né de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Voyez-vous, c'est un principe qui est inscrit dans la Constitution que chaque expropriation pour cause d'utilité publique donne droit à une indemnisation. Vous êtes d'accord avec moi que dans certaines situations, l'État exproprie, commence ses travaux sans pour autant indemniser parce que les nécessités du service public le commandent. Il y a des citoyens qui sont impatients. Il y a une commission qui le fait, mais d'autres sont impatients. Ils peuvent saisir la justice pour demander à ceux qu'on condamne l'État à leur payer ce que l'État doit leur payer conformément au bien ou à la valeur du bien qui leur a été saisi. Donc, M. Foguier, dans ce genre de cas, nous ne portons pas devant la justice pour dire non, il faut le débouter. On a pris son champ pour construire un CSI. La Constitution prévoit qu'il doit être indemnisé. On ne part pas là-bas pour demander à ce que l'État soit mis hors de cause. On veille tout simplement, dans toutes ces trois catégories de dossiers, à ce que les condamnations soient faites dans les règles de l'art, c'est-à-dire conformément aux dispositions légales. Ça, c'est la première raison
qui fait que, bon, par exemple, les gens ont l'impression que l'État perd. Mais la principale raison qui fait qu'on a l'impression que le contentieux de l'État perd toujours ses dossiers, c'est parce que, M. Foguier, les grands nombres, même parmi les administrations, ne peut être au courant que des décisions dans lesquelles l'État a perdu. Lorsque l'État gagne un dossier, nous, notre rôle n'est pas de sortir chaque matin pour aller faire du tapage. Mais lorsque nous perdons un procès, il y a des raisons qui font que tout de suite ça va se savoir. Premièrement, le citoyen qui a gagné ou l'entité, même si c'est une société privée, qu'elle soit de droit interne ou bien international, elle va communiquer parce qu'elle a gagné. Mais lorsque c'est nous qui gagnons, on calasse le dossier. Notre mission n'est pas de communiquer, notre mission n'est pas d'écrire sur tout le toit que nous avons gagné telle procédure ou telle procédure. Et donc, la deuxième raison, c'est que l'administration, par exemple, des finances, ne reçoit du contentieux de l'État que les décisions dans lesquelles l'État fait. Cela veut dire que même parmi les administrations, ils ne sont pas ou elles ne sont pas au courant des décisions gagnées par l'État. Monsieur Fogui, je suis très mal placé pour faire, par exemple, les honneurs du secrétariat général du gouvernement ou du contentieux de l'État, parce qu'on ne peut pas être juge et partie. Mais je vous avoue que pendant ces 5 ans, beaucoup de choses ont été réalisées. D'abord, quand vous prenez sur le plan de la représentation de l'État jusqu'à un passé récent, vous prenez sur les questions de cours internationales, l'État du Niger était absent devant les juridictions internationales. Aujourd'hui, nous sommes devant toutes ces juridictions chaque fois que l'intérêt du Niger le commande. Oui, justement, monsieur le directeur, cette absence a valu des condamnations par défaut. Ouais. Alors, comment remédier à ça, l'absence de l'État devant certains tribunaux où il est assigné? Ouais. Bon, vous savez, par rapport aux condamnations par défaut, vous ne m'avez pas laissé partir à la fin de l'autre. Mais je bondis sur cette question de condamnation par défaut. Les condamnations par défaut, il y a un certain nombre, par exemple, de raisons qui les expliquent. Monsieur Fodje, le contentieux de l'État, aujourd'hui, c'est 2110 dossiers actifs, répartis sur l'ensemble des juridictions nationales et internationales. Quand vous prenez de l'autre côté, en termes d'agents, le contentieux de l'État, c'est des cadres A1, 4 cadres A2 et des agents qui sont, par exemple, des techniciens supérieurs en assurance et autres. Le contentieux de l'État est cantonné à Niamey. Et donc, nous ne pouvons pas, à chaque fois, être devant toutes les juridictions et chaque fois qu'on a un dossier. Et d'autre part, comme je vous le disais, il y a des dossiers dans lesquels on est presque certain que, par exemple, dans un accident, on va indemniser la victime. On n'a pas besoin forcément de se présenter lorsque, comment on appelle ça, les dossiers passent par exemple devant un tribunal d'Arlit. Vous êtes d'accord avec moi que ce que nous devrons payer en termes de frais, Niamey Arlit, pour faire déplacer un avocat ou envoyer un agent, va être un montant plus important que l'indemnisation elle-même. D'autre part, comme je l'ai dit, il y a un problème d'effectifs. Et c'est ce problème d'effectifs qui a fait d'ailleurs que les plus hautes autorités ont décidé, le 11 août passé, de diriger la direction du contentieux de l'État en une agence judiciaire de l'État. C'est-à-dire une structure encore plus autonome, puisque le contentieux était, pour rappel historique, un centre de service rattaché au SGG. Jusqu'en 2003, on a créé la direction. Aujourd'hui, on se rend compte que face au nombre de dossiers qui croient, et le fait que le nombre de dossiers croît a une explication. Jusqu'à un passé récent, M. Foguier, les citoyens ne demandent pas de compte ou de réparation à l'État. Aujourd'hui, vous tracez une route. Tous ceux dont les champs ont été concernés par cette route vont demander dès le lendemain des indemnisations. Ça fait des dossiers pour l'État. L'évolution des dossiers s'explique aussi par le volume des activités économiques d'un État. Mais la principale raison, c'est la démocratie. C'est la démocratie, c'est la consécration de l'État de droit qui fait que les citoyens peuvent atteindre l'État devant la justice. Et ça, c'est une donnée avec laquelle il faut compter. Et ce dossier dont je vous parle, il ne faut pas que les gens pensent que ce dossier-là
comment on appelle ça, là, sont imputables à un régime, à la 7e République par exemple ou à la 6e. Les dossiers du contentieux de l'État sont intimement liés à son histoire. La preuve, nous avons aujourd'hui plusieurs dossiers nés du fait de la gestion par exemple du coup d'État de 1974. Vous vous rappelez que lors de ce coup d'État, il y a des décisions qui ont fait en sorte qu'on a exproprié, on a confisqué tous les biens des dignitaires. À partir de 2004, à partir de 1994, avec la démocratie, il y a eu une ordonnance numéro 94-030 qui demandait la restitution. À la date d'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Donc le contentieux n'est pas imputable à un régime, il est imputable à tous les régimes, il est imputable, il est lié à l'existence de l'État. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Oui, monsieur le directeur, l'État a subi récemment certaines condamnations, notamment dans le dossier Africa. Alors, on a tellement spéculé autour de cette question du dossier Africa. On a parlé même d'une saisie des biens du Niger. Alors, qu'en est-il exactement? Merci, monsieur Koudié. C'est aussi une question qui vient à point nommé. Tout comme vous, nous avons constaté ça et là les commentaires, les spéculations qu'il y a eu autour de ces dossiers. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas jugé utile de communiquer parce que ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de protéger les intérêts de l'État autant que faire se peut. Par rapport à ces questions, j'ai aussi des précisions à apporter. Il faut que les gens l'intègrent. Il faut que les gens l'adoptent. La vie de tout État est forcément synonyme de contentieux. Et lorsqu'on parle de contentieux, ça conduit à des procès. Et tout celui qui plaide est appelé à perdre un jour et à gagner un autre jour. Et il faut que les gens se disent aussi que le fait qu'un État soit condamné n'est pas synonyme de faiblesse ou de mauvaise gestion du dossier. Tous les États du monde sont condamnés. Il n'y a pas un État qui échappe aux condamnations. C'est inhérent à la vie des États. L'État est le plus grand acteur économique. L'État, par exemple, a le plus grand parc auto. C'est normal qu'il ait des procès, c'est normal qu'il gagne d'autres procès et c'est normal qu'il perde d'autres procès. Dans cette affaire qui a fait beaucoup couler d'encre, je ne veux pas revenir sur tous les détails, je ne veux pas indexer X ou Y, mais ce que les jeunes doivent se dire, ce n'est pas la faute peut-être de ceux qui sont là aujourd'hui ou du contentieux de l'État. Quand vous prenez par rapport aux faits, ce dossier a pris sa source depuis 2010. Moi, quand j'ai pris service en tant que directeur du contentieux de l'État, il y avait déjà une décision qui condamnait l'État. En 2010, ce n'était pas la 7e République. Je ne suis pas là pour polémiquer par rapport à qui a fait quoi. Mais il faut se dire que nous sommes en train de les gérer avec toute la fierté et comment on appelle ça, avec abnégation, parce que l'État est une continuité. Absolument. Dans ce dossier, comme je l'ai dit, qui a pris ses sources depuis 2010, la première décision a été rendue par les juridictions nigériennes. L'État du Niger avait perdu. C'était en 2012. Nous avons géré ce dossier pendant 4 ans. L'État s'est défendu comme il le peut. Mais, M. Foudier, le droit, ce n'est pas de la magie. Les professionnels de la justice le savent. Quand le droit n'est pas de votre côté, vous allez perdre. Une autre précision que j'aimerais apporter, les gens spéculent autour, par exemple, des montants. Mais il faut dire, quand on raisonne en termes d'État, on ne raisonne pas par rapport au portefeuille, par exemple, d'un citoyen comme moi, ou comme vous, ou comme tout autre citoyen lambda. Il s'agit de l'État. Les transactions de l'État sont lourdes. C'est normal que des fois, il y ait des condamnations qui font lourd. Cela me permet de revenir à votre question des résultats. C'est vrai, l'État du Niger a été condamné dans ce dossier. Mais ce n'est pas seulement l'État du Niger, par exemple, qui est condamné, c'est devant la CCJA. Je me rappelle très bien, nous avons commencé ce procès en avril 2013. La décision finale a été rendue, pas finale, en fait, la sentence a été rendue le 6 décembre 2014. Mais en 2014, au moment où le Niger se défendait devant la CCJA, nous le faisions avec les Béninois. Le Niger a été condamné, je n'ai pas à le cacher, à 16 milliards. Le Bénin a été condamné à 160 milliards.
Nous avons, en même temps que les Béninois, nous avons exercé la seule voie de recours qui s'offre à nous, c'est-à-dire les recours en contestation de validité des sentences. Nous avons été déboutés, tout comme les Béninois. Nous avons continué ce procès, par exemple, devant le tribunal, à la Cour d'appel de Paris, parce qu'ils ont eu une exécution à Paris. Nous avons attaqué, c'est nous qui avons attaqué. Je vois des spéculations indiquent que non, c'est telle personnalité. Il n'est pas question, nous sommes responsables du contentieux de l'État et il nous appartient, et c'est même un devoir de nous assumer. C'est nous qui avons fait appel de cette ordonnance d'exécution. Bref, pour revenir à ce que je disais, ce n'est pas un synonyme de faiblesse, ce n'est pas le Niger seulement qui est concerné, c'est tous les États du monde. Dans la même foulée où nous, par exemple, l'État du Niger, l'État du Bénin, on se défendait. C'est des exemples que je prends, je n'ai rien contre ces États, je n'ai aucune raison d'avoir quoi que ce soit contre eux. Au moment où on se défendait devant la CCJA, le Togo se défendait devant les CEDI. Les CEDI, c'est le Centre international de règlement des différends en matière d'investissement. Et le Togo avait été, dans la même période, condamné à payer 27 milliards de CFA dans une affaire qui opposait l'État du Togo à sa Société nationale d'électricité et à une société qu'on appelle GDF Suez. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement le Niger qui est condamné. Par rapport à la question de saisie, M. Fodier, il faut que les gens se tranquillisent. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, des citoyens qui se réjouissent de cette situation. Mais je veux vous dire, la joie de ceux qui se réjouissent de ces saisies ne sera que de courte durée. Toutes les dispositions sont prises pour y remédier et comme je le disais, c'est ça notre mission. Et au finish, nous sommes certains que, Inch'Allah, le Niger ne perdra aucun de ses biens. Nous avons connu une situation similaire, par exemple, en 2015, avec une autre procédure, là aussi, qui démontre combien de fois c'est au nom de la continuité de l'État que nous gérons ces choses. C'était une condamnation dans l'affaire Eximbank, par exemple, qui datait de 1997, qu'on a géré en 2015. Il y a eu des saisies sur les biens de certains démembrements de l'État du Niger aux États-Unis. Nous avons pu, comment on appelle ça, lever ces saisies. Nous avons trouvé une solution à cette procédure. Là aussi, grâce à Dieu, ça ne va pas tarder. On va trouver des solutions. L'État du Niger, par rapport à ça aussi, il faut se dire que l'État du Niger n'est pas le premier État qui est saisi. Je voulais vous apporter une liste, par exemple, de 80 décisions rendues par la Cour européenne Cour de justice de l'Union européenne contre les États européens. Rien qu'en 2016, c'est une liste actualisée au 10 novembre passé. 80 décisions. Quand vous prenez ces 80 décisions, il y a par exemple 15 décisions qui concernent la France. Dans ces 15 décisions, la France a gagné 9 procès, elle a perdu 6. C'est pour vous dire que c'est des réalités. Mais de loin, les gens ont comme l'impression que peut-être c'est la responsabilité de ceux qui sont aujourd'hui là, ou c'est parce que l'État a failli. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça. Il faut que les gens cherchent à s'informer par rapport à la question du contentieux des États, de tous les États à l'international. Je me rappelle toujours en 2015, dans une autre affaire que j'ai trouvée à Paris, une affaire qui opposait une société privée à l'État du Gabon dans l'affaire qu'on appelait, dans l'affaire dite affaire Pascaline Bongo, où même l'avion du président gabonais avait été en février 2015 saisi en France. C'est ce que les gens doivent comprendre, les saisies, c'est des actes de procédure, c'est des questions de procédure judiciaire et qui visent le plus souvent à faire pression pour qu'on règle un dossier. Ce n'est pas, excusez-moi l'expression, ce n'est pas une honte qu'un État soit saisi. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une défaillance. Et il faut se dire aussi que l'État, en se défendant, peut aussi opérer des saisies. La preuve, nous avons, en juillet passé, opéré des saisies contre une partie adverse, dans une autre affaire, toujours à Paris. Personne n'en a parlé. Les journaux qui rapportent ce genre de choses n'en ont pas parlé. Cela revient, permettez-moi s'il vous plaît,
de vous donner des exemples qui peuvent en principe couper court à tout débat par rapport aux états du contentieux. Voilà, je vous disais que nous avons été condamnés à 16 milliards, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une faiblesse. Et quand vous prenez de l'autre côté, si on estime que peut-être on a perdu de l'argent à l'État, nous avons plusieurs décisions qu'on a fait gagner à l'État et qui dépassent de très loin ces montants de 16 milliards. Je vais vous dire, M. Foguet, puisque vous me demandez à la limite un bilan de 5 ans. Dans ces 5 dernières années, s'agissant de toutes les procédures, tous les dossiers que nous avons perdus, à l'interne comme à l'international, à ma connaissance, pour ce qui est des procédures d'indemnisation, l'État n'a jamais payé plus de 3 milliards par an. Vous prenez en 5 ans, ça va faire 15 milliards. Si vous voulez ajouter ces 16 milliards, ça va vous amener à 31 milliards. Je vais vous dire, il y a une seule procédure dans laquelle le secrétariat général du gouvernement a permis à l'État de gagner une somme qui est de loin supérieure à toutes ces condamnations. Vous prenez l'affaire Eximbank Tewan dont je parlais. C'était une condamnation de 176 millions de dollars. 176 millions de dollars. Le secrétariat général du gouvernement a pris ce dossier en charge. Et au finish, vous savez, nous avons eu pour l'État du Niger, ça aussi les gens n'en parlent pas, parce que ce n'est pas ce qui les intéresse. Une réduction pour l'État du Niger qui convertit en CFA est l'équivalent de 78 milliards. Énorme. 156 millions de dollars de réduction. C'est des choses qu'il faut mettre à l'actif du secrétariat général du gouvernement et des avocats de l'État, lesquels, au passage, je profite pour féliciter pour leur patriotisme. Ça, c'est un dossier. Je vais vous donner 4 autres exemples où nous avons évité à l'État des condamnations très lourdes. Je vais les prendre au hasard. Je ne veux pas m'arrêter au dossier du Niger. Vous prenez devant la Cour de justice de la CEDEAO. Le Niger n'a jamais, je l'ai dit haut et fort, le Niger n'a jamais fait l'objet d'une cabale devant la Cour de justice de la CEDEAO comme ces 5 dernières années. Nous avons fait au moins une dizaine de procédures pour des allégations de violations des droits humains et je vous dis, nous n'avons pas perdu un seul procès d'envergure. Je vais vous citer 4. Vous prenez l'affaire Sonidep. C'était une réclamation de 10 milliards. Nous avons gagné ça au profit de l'État du Niger. C'est le secrétariat général du gouvernement, à travers le contentieux de l'État, avec le soutien des avocats de l'État, qui a produit ces mémoires. Nous avons gagné cette procédure. Au finish, l'État du Niger n'a pas été condamné à 1 franc. Dans la pratique judiciaire, ces 10 milliards doivent être à l'actif, doivent être mis à l'actif, doivent être considérés comme des résultats du secrétariat général du gouvernement, des avocats de l'État. Ça, c'est l'affaire Sonidep. Vous prenez des dossiers, par exemple, comme le dossier de l'ex-BDRN. Beaucoup ignorent qu'il y a eu ce procès à la CEDEAO. Dans ces dossiers, où la décision est tombée en 2015, nous avons évité à l'État une condamnation de 100 millions. Vous prenez par exemple l'affaire du sultanat des Anders. Nous avons évité à l'État une condamnation de 50 millions. Vous prenez les dossiers par exemple du coup d'État de 1999, nous avons évité des condamnations à l'État. Et mieux, M. Foguet, nous, en tant que secrétaire général du gouvernement, en tant que contentieux de l'État, pour nous, il y a des questions, il y a des procédures qui sont plus importantes que l'argent. Je vais vous citer des cas. L'affaire du coup d'État de 1999 dont je vous parlais. Il a été demandé à la Cour de justice de la CEDEAO d'enjoindre à l'État du Niger de faire le procès à la limite de son armée. C'est des questions de souveraineté, malgré la loi d'amnistie. Nous avons tenu à ce que cette injonction ne soit pas faite à l'État du Niger. Au finish, la Cour nous a suivis. Elle a condamné l'État du Niger à payer des dommages et intérêts. Ce dont nous n'étions pas contre. Nous avons toujours dit à tout le monde que dans ces dossiers, nous sommes prêts à indemniser, mais nous ne sommes pas prêts à faire le procès de l'armée. C'est des questions de souveraineté qui sont plus importantes que n'importe quelle somme d'argent. On ne peut pas comparer, par exemple, une telle procédure à un montant de 3 milliards ou à un procès d'accident de la circulation que nous avons perdu au Niger. Je vais vous donner un autre exemple. En termes de défense de l'image du Niger, en termes de défense
de la crédibilité des institutions du Niger. En 2014, nous avons fait un procès dont la décision a été rendue. En 2015, devant la Cour de la justice et de justice de la communauté CEDEAO, c'est l'affaire dite du bureau de l'Assemblée. Je vais vous résumer sans pour autant faire trop de justice. Dans cette affaire, il a été demandé principalement deux choses qui sont d'une conséquence incalculable si le secrétariat général du gouvernement, le contentieux, avec le soutien des avocats, n'avait pas gagné cette procédure. On a demandé à la CEDEAO de déclarer le bureau de l'Assemblée nationale du Niger comme étant formé en violation de l'article 89 de la Constitution du Niger, de le considérer comme illégal. Et le deuxième chef de demande, c'est qu'il a été demandé à la Cour de justice de la CEDEAO d'annuler tous les actes faits par l'Assemblée du Niger au titre de l'année 2014. Ça, c'est plus que de l'ingérence. Par rapport à cette décision, par rapport à cette procédure, et ce qui importe, comme je l'ai dit, c'est les implications. Il faut se demander si le Niger avait perdu, le bureau de son assemblée a été déclaré nul, comment dirais-je, l'ensemble des actes pris en 2014 a été annulé. Je vais vous dire, par exemple, cela sous-entendrait, on était en 2015, en mars, en plein exercice budgétaire de 2015. Cela veut dire que si tous les actes sont considérés comme nuls, même la loi de finances serait nulle. Est-ce que c'est une situation d'abord inédite? Est-ce qu'on peut calculer les conséquences, même pour ceux qui s'intéressent au volet financier, les conséquences d'une telle décision? Cela voudrait dire que, puisque nous sommes membres, nous avons signé le protocole de la CEDEAO, gouvernement, nous sommes tenus au respect de ces décisions. Si elle dit que c'est nul, cela voudrait dire qu'on serait dans une situation, M. Foguet, où en 2015, même l'impôt qu'on va prélever sur les citoyens serait illégal. Est-ce qu'on peut comparer ce genre de décisions à des procès qu'on fait pour l'indemnisation? Et je vous dis, pour nous, l'argent que l'État paye pour indemniser un citoyen n'est pas de l'argent perdu. L'État est là pour le citoyen. L'État est là pour protéger son citoyen lorsqu'il lui cause un tort. Par exemple, en lui causant un dommage suite à un accident commis par un véhicule de l'État. Il y a encore mieux, c'est-à-dire lorsqu'un militaire décède sur les champs d'honneur, la loi lui donne droit à des indemnités. Est-ce que lorsqu'il va devant une juridiction, il y a ceux qui le font, au lieu de saisir pour règlement amiable le contentieux de l'État, ils vont en juridiction. Est-ce que nous, contentieux de l'État, est-ce que l'État du Niger va aller devant un juge pour lui dire non, il faut débouter ses ayants droit, alors que leur père est mort sur les champs d'honneur, alors qu'il y a un décret que l'État a pris pour dire que tout militaire qui décède sur les champs d'honneur, sa famille a droit à 5 ans de salaire indiciaire. Pour nous, ce n'est pas de l'argent perdu. Donc, je pense qu'il y a des choses, par exemple, qui sont liées à des questions de souveraineté, de la crédibilité de l'institution du Niger, de l'image du Niger en général, qu'on ne peut pas comparer à une somme d'argent. Oui, alors monsieur le directeur, pour terminer cette entrevue, pourquoi il a été mis en place une agence judiciaire de l'État en lieu et place de la direction du contentieux, quand on sait à travers ce que vous venez de nous dire que cette structure quand même joue parfaitement son rôle et qu'elle a des acquis à son actif. Pourquoi cette agence judiciaire en lieu et place de la direction du contentieux? Est-ce qu'on peut savoir? Bon, vous savez, la création de l'agence judiciaire de l'État a été déterminée par un certain nombre de raisons. Comme je vous l'ai dit, il y a l'évolution du nombre, par exemple, de dossiers. Il y a la nécessité d'une représentation du contentieux de l'État à l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans tous les chefs-lieux des régions et des départements où il y a une juridiction. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, nous sommes qu'à Niamey. D'accord. Il y a aussi la nécessité d'étoffer cette direction en agent, et cette institution en agent en nombre et en qualité.
Je vous ai dit que bon, la direction du contentieux est toujours dirigée par un seul magistrat avec des agents qui l'épaulent. Le nombre de dossiers que nous avons aujourd'hui sur le plan national et international ne nous permet pas, par exemple, de nous en sortir, même en faisant recours au cabinet d'avocats. Parce que c'est d'abord coûteux que de dire que chaque fois qu'il y a un dossier à l'intérieur du pays, quelle que soit la juridiction, quel que soit le montant, on va envoyer un avocat. Mais vous conviendrez avec moi que lorsqu'il y a un agent de l'État recruté, affecté dans une localité, il peut se présenter devant, par exemple, la justice, même pour les intérêts de l'État, même pour un dossier de dîme. Il est là pour ça. Il est un agent de l'État, il n'a pas besoin de se déplacer. Ça, c'est l'une des raisons, avoir une représentation, étoffer l'institution en charge du contentieux de l'État. Il y a aussi une question d'autonomie. Les questions de contentieux de l'État sont des questions de célérité. On peut recevoir à tout moment une notification, une signification, que dirais-je encore, pour une audience devant une juridiction à l'international. Il faut que nous ayons une relative autonomie dans nos actions. Il nous faut aussi une certaine capacité financière. La gestion du contentieux, par exemple, à l'international dans des grands enjeux, demande des moyens. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle la direction a été érigée en agence judiciaire de l'État. C'est tout un autre plan quand vous prenez aujourd'hui. C'est une réalité, je n'ai pas à la cacher. Vous pouvez avoir des sessions d'assises qui se passent à l'intérieur du pays, mais l'État n'est pas là. Or, il y a des dossiers, par exemple, de détournement des données publiques, en amont des dossiers dans lesquels l'État a des intérêts. Donc, l'objectif, c'est de surveiller à tous les niveaux les intérêts de l'État et à chaque fois qu'il y a des besoins. C'est ça les raisons et puis l'objectif visé à travers la création de cette agence judiciaire. Je dois préciser aussi que, bon, même dans la sous-région, nous sommes presque les seuls pays qui est au stade de direction du contentieux. Dans tous les autres pays voisins, même ici au Bénin, par exemple, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est des agences judiciaires de l'État, c'est des structures encore plus étoffées et c'est des structures qui ont une relative autonomie pour faire leur travail. Monsieur Ibro Zabai, merci.